Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va mettre en lumière un métier un peu particulier, un métier romantique, en tout cas qui laisse beaucoup de place à la poésie et à la rigueur. C'est le métier de luthier. Voilà, et pour en parler, nous avons un luthier qui vit à Jérusalem, qui s'appelle Avraham Régis Amar et qui est en Israël depuis 24 ans. Bonjour Régis. Bonjour. Ou en tout cas Avraham. L'un c'est ou pareil, l'autre, l'un ou l'autre, d'accord. On est ravis que vous ayez accepté notre invitation. Je vous en prie. Voilà. Et en fait, vous êtes luthier depuis, on va dire, presque toujours, puisque c'est votre métier d'origine que vous avez appris en France et à Londres. Oui. Et donc, vous êtes luthier depuis l'âge de 18 ans. Voire même de 14 ans au niveau de la décision. À 14 ans, vous avez décidé d'être luthier. Oui. Pourquoi ? Bien... Vous avez parlé de poésie, de rigueur, voilà. C'est quelque chose qui vous touche. De musique, oui, bien sûr. D'une famille de mélomanes, peut-être ? Papa était mélomane, oui. Ouais. Un grand-père était saxophoniste, mais bon, ma mère a fait un peu de violoncelle en Algérie. Et vous avez... Moi, je suis violoniste depuis l'âge de 9 ans, mais pas musicien. Mais pas musicien, vous avez préféré le côté de l'artisanat. Derrière l'établi. Voilà. Ok, alors il n'existe pas d'école de luthier en Israël. Malheureusement, pas encore. Pas encore, peut-être. Peut-être que cela viendra un jour. Il y a un très joli musée de la musique avec de vieux instruments. Je ne sais pas si vous l'avez vu à Jérusalem. Je suis passé devant, ouais. Mais je ne suis pas encore entré. Alors, comment on décide de faire son alia lorsqu'on a un métier pareil dans ses mains, tellement spécifique ? Est-ce que vous comptiez travailler dans votre métier ? Est-ce que vous pensiez que vous auriez une carrière comme ce que vous faites aujourd'hui ou pas du tout ? Quand j'ai décidé de faut faire parler bien près du micro. Ouais, j'ai décidé de faire l'ALIA. Là, c'est, on va dire, entre 18 et 20 ans, c'est déjà près dans ma tête. Et mon métier aussi était quelque chose de très important pour moi. Donc, j'imaginais que je continuerais à travailler ici en Israël, dans mon métier, envers et contre tout. Pour moi, c'était presque évident. Je ne savais faire que ça. Donc, je devais travailler là-dedans. Et tout s'arrangerait. Mais Dieu merci, tout s'est arrangé. Alors, c'était pas facile au début parce que vous avez étudié 4 ans à Londres, vous avez travaillé auprès d'un maître luthier français, vous pouvez le citer d'ailleurs. Marc Rosenstiel, qui était à Grenoble autrefois, le quatuor à cordes, où j'ai appris en fait toutes les ficelles du métier, on va dire. Toutes les ficelles. La base de tout ce que je sais aujourd'hui, voilà. Vous lui devez. Je lui dois beaucoup, oui. Mmh. Et donc vous avez malgré cette facilité, où vous étiez tout à fait dans votre élément, vous travailliez, vous gagnez votre vie, ça vous plaisait en plus, décidé de venir en Israël par pur sionisme, j'imagine. Complètement. Ok, et ça s'est pas super bien passé, on va dire au début, c'était un peu la déconvenue, il y avait beaucoup de Russes, vous vous sentiez pas tellement à votre place, vous êtes arrivé dans le nord du pays. On m'a envoyé dans le nord du pays. Voilà, c'était un peu le tiers-monde pour vous. Quelque part, oui. Depuis tout s'arrange. Israël n'est plus le même Israël. Le chouk n'est plus le même chouk. Et puis la musique aussi. Mais c'est intéressant de voir les étapes que vous avez passées, parce que sûrement d'autres se reconnaîtront. Se reconnaîtront, Merkaz Klita, avec tout le monde. Et puis on essaye de s'en sortir, on essaye de s'installer peut-être, je veux dire, à mon niveau, de trouver des contacts avec des musiciens. Voilà. Comment on fait quand on est jeune luthier et qu'on veut, travailler dans son métier, quoi, tout simplement. Il n'y a pas d'autre choix que de s'installer. On peut de s'installer à son compte. Peut-être travailler chez quelqu'un, mais à l'époque, c'était pas possible. À cause de la langue et puis bon. Alors aujourd'hui, il y a combien de luthiers qui travaillent, qui sont sérieux, professionnels? Professionnels, entre 6 et 10 personnes en Israël s'occupent très sérieusement de ce métier, compris aussi l'archetterie, puisqu'on a un archetier en tout cas international. Qui s'appelle comment?
Samuels. Samuels, Ouais, ok. dans le Nord. On a des luthiers aussi très, très, très professionnels qui ont appris à Crémone, qui ont appris leur métier en Italie, qui ont fait des stages un peu partout et qui sont revenus au pays, qui travaillent ici très, très bien. Et comme je dis toujours, ça fait monter le niveau de la lutherie, ça fait monter la concurrence, ça donne envie de travailler mieux, toujours. Ok. Voilà. Alors, quel est le corps de métier d'un luthier? Qu'est-ce qu'il fait un luthier? Il répare des instruments? Il fabrique des instruments? Ça dépend Il fait tout? ça dépend quelle est sa clientèle. Mhm. Ici, par exemple, en Israël, je dois savoir tout faire dans mon métier. Depuis la location d'un instrument chinois, un client qui a entre 6 et 15 ans, et je dois savoir remêcher les archets, restaurer les archets, je dois savoir fabriquer du neuf, le vernir joliment, comme ce violon là. Alors ça, le violon qu'on voit à l'image, C'est en tout cas qu'on va C'est voir un tout de des suite. derniers Voilà. modèles Guarnerius, voilà, que j'ai fait il y a un an, on va dire. Vous l'avez entièrement fabriqué? Oui. D'accord. Donc on met... Avec du bois de lutherie, évidemment qu'on ne trouve pas pour l'instant en Israël, mais c'est du bois d'érable, d'épicéa, de l'ébène. Voilà, Alors comment les on chevillons fait d'ébène. justement? On doit avoir des fournisseurs à l'étranger? Tout le monde fait comme ça? Tous les luthiers d'Israël font comme ça? Oui, si on veut du bois de lutherie, du bois de résonance professionnel, pour l'instant, il faut se fournir en Suisse, en France, peut-être en Italie, dans l'Est. Mais alors pourquoi c'est de l'Europe. tellement important un bois de lutherie? Ça veut dire quoi? Alors, le bois de lutherie, c'est la base de l'instrument. Comme je vous ai dit, comme je vous ai expliqué, c'est comme la cuisine. Les bons ingrédients feront certainement un bon plat. D'accord. Après cuisson, là, c'est la même chose. Un bon violon, c'est avant tout des matériaux de premier ordre. Des matériaux de résonance, bien secs, bien de fil. Bien droit, ça veut dire Oui, coupé, où il faut dans l'arbre. On se tourne vers des professionnels, évidemment, pour se fournir ces bois. Voilà, donc des érables de première qualité, des épicéas bien séchés. Et après 10-15 ans de séchage, minimum, on peut commencer à faire un violon. Ok, alors vous nous dites que aujourd'hui, lorsqu'on est luthier en Israël, vu que c'est une niche, on peut dire ça comme ça, il y a quelques professionnels véritables, il faut savoir tout faire. En tout cas, ce qui me concerne, moi, je dois savoir tout faire. Voilà, comme j'ai dit, de l'archéterie jusqu'à... Alors quoi, travailler des matériaux qui ne sont pas que du bois, en fait? Par exemple, en archéterie, oui, on va travailler l'argent, des fois l'or, le fil d'argent, beaucoup, le cuir. Le crin, forcément. Le cuir de lézard, qui est très, très solide, évidemment. Le bois de Brésil, qui est un bois très, très dur à raboter. Un tout petit peu de mécanique aussi dans l'archet. On doit savoir utiliser tous les outils de la menuiserie d'autrefois, c'est-à-dire le rabot, les gouges, les ciseaux, les limes, les râpes. Voilà, tout ça, c'est notre univers quotidien. Alors justement, il n'y a pas d'école, on l'a dit, pour apprendre votre métier, mais lorsqu'on vous entend et citer tous ces instruments bien précis, Oui. on ne pourrait pas prendre un apprenti, comme on le faisait autrefois, et lui apprendre ou lui transmettre. Ça ne suffit pas, il faut vraiment aller... retourner sur les bancs de l'école, apprendre la théorie, sinon ça ne marche pas. Oui, il faut apprendre l'utilisation des outils de base de la menuiserie, qui sont le rabot, savoir affûter un outil, comprendre ce que c'est un angle droit. C'est pas évident aujourd'hui dans un univers où tout est plastique, tout est prêt à porter. Non, là, il faut savoir faire chaque chose soi-même, et bien proprement, les collages parfaits pour que ça tienne pendant de nombreuses années. On va voir quelques images de votre travail en atelier, ce que vous faites vous-même. Alors, qu'est-ce qui vous a aidé lorsque vous êtes arrivé? C'est quoi? C'est d'aller à la rencontre des musiciens? Oui, parce que c'est la clientèle de base. C'est ceux qui vont, ceux qui vont venir dans mon atelier proposer de faire des réparations, des restaurations, de l'entretien. Donc c'est eux qu'il faut contacter. Les écoles de musique, évidemment, les luthiers eux-mêmes, puisque je travaille des fois aussi avec des luthiers. Qui vous sous-traitent du travail, oui, ça peut arriver. Alors en général, ce sont des travaux qu'ils ne veulent pas faire eux-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est trop minutieux, trop long? Étant donné que je travaille tranquillement à la maison, mon atelier est à la maison, j'ai l'esprit
calme. Ouais. Et je peux me consacrer tranquillement à des heures de restauration sans être embêté par un téléphone, par une vente de cordes ou par une vente de colophane ou je ne sais quoi. Donc je peux travailler très très régulièrement et minutieusement. Ça prend combien de temps une restauration ? Ça peut prendre une semaine à quelques mois. Comme j'ai pu restaurer des violoncelles pendant 2 mois avec des très bons résultats à la fin. J'étais très content parce que c'est un investissement énorme. Et donc, il faut justifier tout ça, quoi. Alors, on sait très bien que cette profession, il y a quelques années, lorsqu'il y a eu une opération magnifique montée autour des violons de l'espoir, les violons de la Shoah, le métier de luthier a été vraiment mis, on va dire, en lumière, en tout cas. Alors qu'en Europe, c'est un métier très connu, parce que tout le monde a vu à la télévision Étienne Vatelot, qui était le doyen autrefois. Bon, c'est un métier très noble, en Europe connu, reconnu, bien sûr. Il y a 30 ans, ou 40 ans même, quand j'ai pu voir des émissions à la télé, c'était un métier très, très noble, très luthier. Alors qu'en Israël, c'est moins connu. C'est beaucoup moins connu. Pourtant, il y a un luthier célèbre, Amnon Weinstein, qui a été très médiatisé à cette époque-là. Tout à fait. Qui vit en Israël, à Tel Aviv, tout à fait. Il y a même eu autrefois des luthiers très célèbres à Tel Aviv, dans les années 40, comme je vous ai dit, Chaim Rapaport et autres. Voilà. Aujourd'hui, il y a de grands luthiers qui sont installés, des gens qui ont travaillé, qui ont appris leur métier à Crémone, en Italie, et qui travaillent à Jérusalem, dans le nord du pays, et qui connaissent très bien leur métier. Très très bien, et qui sont même des exemples, je peux dire, très très bien. Alors pourtant, les Israéliens, on le sait, aiment bien les choses un peu plus anciennes, ils préfèrent s'attacher à des instruments qui viennent d'Italie, qui ont un certain passé. Ouais. Ça tend à changer ou pas ? Il y a une petite nostalgie, comme ça, une nostalgie pour l'instrument ancien. Bon, c'est vrai que les instruments anciens ont tendance à bien sonner parce que le bois est très sec. Un instrument qui a sonné depuis 100, 200, 250 ans, il aura toujours une souplesse que n'aura peut-être pas forcément l'instrument neuf. Au niveau de la puissance, c'est autre chose, mais au niveau de la souplesse, c'est réservé aux instruments anciens, et donc on aime les instruments anciens. Alors évidemment, les instruments anciens sont de plus en plus chers, donc les instrumentistes auront tendance à chercher des instruments moins anciens, un peu plus modernes. Alors on les invite à venir voir aussi les instruments modernes que nous fabriquons, et qui sont souvent très bons. Moi, je sais que j'ai pu fabriquer un instrument pour une principale violoncelliste à l'orchestre de la radio qui a joué 20 ans là-bas, et tout le monde pensait en Israël, à Jérusalem, évidemment, tout le monde pensait que c'était un Italien parce que ça avait l'air d'un Italien, mais c'est un instrument neuf. Et donc ça, c'est un plaisir pour un luthier de voir que sa production est utilisée à faire de la musique. C'est en fait pour ça qu'on travaille. Vous avez aussi beaucoup fabriqué de violoncelles. Je crois que vous en avez fait. J'ai 17 violoncelles derrière Presque moi. Un par an. Un par an d'Alia. Si on veut. Mais avoir 2 par an certaines années, quand j'en ai pas fait l'année d'après. C'est un gros travail, le violoncelle. Ça prend 2 mois de travail, 1 mois et demi, 2 mois. Mais quand on met des cordes, on met un chevalet, que ça sonne très bien, alors on est content de tout cet investissement qui a été fait un petit peu... on dit en hébreu Besséter, en cachette. On l'a fait dans notre atelier, à l'ombre des regards, et puis finalement ça sort. Alors, vous pensez que votre métier est en train d'évoluer ? Est-ce que Complètement. La qualité qu'on trouve aujourd'hui en Israël dépasse celle qu'on trouvait il y a 25 ans. Quand je suis arrivé, je suis donc très content de cette... C'est pour moi très positif de voir qu'il y a des professionnels qui connaissent leur métier, qui font bien, qui veulent faire encore mieux. Et ça crée une concurrence très, très positive. On n'est plus obligé de partir à l'étranger pour... Non, il n'y a pas besoin, ni pour une restauration de violon, de violoncelle, ni même pour une restauration d'archer. On sait faire ça sur place. Alors qu'il y a quelques années, c'était un peu plus compliqué. Aujourd'hui, on sait faire tout ça. Et peut-être un jour, on apprendra à l'étranger comment faire. comment bien faire, pourquoi pas, comme dans de nombreux domaines en Israël, que ce soit dans la médecine ou... On vous demande parfois d'inscrire que le violon que vous avez fabriqué a été fait à Jérusalem ? Oui, c'est arrivé, évidemment. Fait à Jérusalem, en telle année. Et c'est très important pour le musicien, parce que l'instrumentiste, le musicien qui achète un instrument neuf, c'est en fait, il achète un
un organe supplémentaire de son propre corps. C'est très très proche un instrument. On s'en défait pas comme ça. C'est pour ça que dans les violons que vous réparez, vous trouvez souvent des mots doux, On des a tout trouvé. étiquettes. On a tout vu et on n'a pas encore tout vu. Qu'est-ce que vous avez trouvé de plus drôle, de plus émouvant? Des plus émouvants. Par exemple, allez, on va parler de cette étiquette du violon de Chaim Rapaport de 1943 à Tel Aviv. C'était un luthier donc, qui a travaillé ici et qui était, j'allais dire, en sécurité dans notre pays, en Israël, pendant la Grande Guerre mondiale. Et voilà, donc ça c'est... Il a écrit, il a signé à l'intérieur. Complètement, c'est une photo qu'on peut voir dans mon Instagram, évidemment. Et oui. Est-ce que vous retournez parfois dans des ventes aux enchères en France, acheter des instruments? Est-ce que vous vous formez encore? De moins en moins. J'achète à distance, on va dire. Aujourd'hui, c'est plus facile avec les photos. On peut acheter plein de choses par photo, donc ça simplifie beaucoup la vie. Donc vous achetez des violons complètement explosés, cassés, abîmés, et vous les réparez? Je les aime beaucoup. Je les recherche. Oui, je cherche on va dire des belles choses cassées, des belles choses du passé, des choses qui ont été faites avec amour et avec un grand professionnalisme. Ça se reconnaît toujours, le beau travail, le beau vernis, le craquelé, la patine. Un bel instrument, il est toujours beau, même cassé. Donc nous, on s'efforce de le ramener à la vie. Est-ce qu'un luthier a besoin de savoir, j'imagine que oui, que ça sonne bien? Est-ce qu'un luthier doit savoir jouer d'un instrument? C'est très conseillé. Bien que je sois pas par exemple, je suis violoniste mais pas violoncelliste, je dois savoir un petit peu jouer du violoncelle pour régler les instruments. Le choix d'une corde particulière, pas d'une, de telle marque ou de telle autre, un chevalet plus ou moins épais, l'endroit de l'âme qui est central dans l'instrument, le choix de l'âme, l'installation de l'âme et du chevalet. Ça, ce sont des détails d'une importance capitale qui vont déterminer si l'instrument sonne bien ou pas. Et moi, je suis là pour m'en rendre compte, pour aider l'instrumentiste. Lui aussi m'aide, mais moi aussi, je suis là pour l'aider. Alors, peut-être qu'il y a des luthiers qui vivent loin de nous et qui ont envie de nous rejoindre. Vous pensez qu'il y a encore du travail pour eux? Oui, venez. Venez non, parce que rapidement et vous ne serez pas déçus. Oui, la musique grandit en Israël. Moi, je vois ça depuis presque 25 ans. La musique d'il y a 25 ans n'est plus la musique d'aujourd'hui. Ça se démocratise, ça se développe. Comme je vous ai dit, j'ai des clients qui viennent même du quartier de Géoula. C'est un signe que la musique se développe. La musique se développe aussi dans le monde orthodoxe. Alors, on voit des choses qui n'étaient pas du tout visibles avant. C'est un signe de bonne santé de la société. Voilà. Je suis très content à ce niveau-là. Bon, eh bien, écoutez, sur ces jolies paroles, on va se quitter. Merci d'être venu nous parler de votre métier, de votre art, on peut le dire comme ça. Et puis, j'imagine qu'on peut vous contacter si on a envie d'en savoir plus. Venir, même me rendre visite. On va mettre votre page Facebook sous le. On n'a pas besoin d'être musicien. Si on aime l'artisanat, on peut me donner un coup de téléphone et venir me voir avec grand plaisir. Voir travailler, formidable. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu. À bientôt. À bientôt, Abraham. Je vous remercie. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.